Donc effectivement, je suis Bastien Coïc de l'association Ramsar France et donc je vais vous présenter un petit peu le label Ramsar, à la fois au niveau mondial, au niveau français, et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la labellisation Ramsar au niveau français. Je parlerai également un petit peu des villes Ramsar et ensuite je passerai la parole à Sébastien pour tout ce qui est toute la partie régionale. Je vais me charger de l'international et du national et ensuite je passe la main à Sébastien Mézières. Donc juste pour commencer, pour contextualiser, nous, Ramsar France, on est une association qui a été créée en 2011 à la demande des gestionnaires de sites Ramsar français. Et notre rôle, c'est de faire un lien entre les réflexions et les résolutions Ramsar, de faire le lien avec les sites français désignés et puis un petit peu voilà, de fédérer ces gestionnaires de sites Ramsar pour qu'ils puissent échanger beaucoup plus facilement sur des questions de gestion, de gouvernance, d'animation, voilà, de partage d'informations ensemble. On est une structure légère, on n'est que 2 salariés, on est basé à Rochefort en Charente-Maritime. Mon collègue, c'est Denis Berlemont, qui est notamment en charge de la coordination de la Journée mondiale des zones humides à l'échelle française, avec tout le réseau d'acteurs. Peut-être avez-vous déjà eu affaire à lui. Et nous, voilà, donc Ramsar France, on a pour objectif de faire connaître et de promouvoir le label Ramsar en France. On encourage et on accompagne la désignation de sites et de villes Ramsar françaises. On anime le réseau existant. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on favorise le partage d'informations, de connaissances entre gestionnaires au niveau national, au niveau international. Et puis, on essaie de contribuer au niveau français aux politiques de protection et de mise en valeur des zones humides, avec notamment tout un aspect de plaidoyer autour de ces milieux-là. Donc pour commencer, la convention de Ramsar, qu'est-ce que c'est? Alors souvent on le voit écrit en majuscule, c'est une grave erreur. Ramsar n'est pas un acronyme, Ramsar est le nom d'une ville. Comme on a la convention de Berne, la convention de Washington, on a la convention de Ramsar. Donc c'est une convention internationale qui a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran, sur les bords de la mer Caspienne. Mais finalement, ce traité-là, il prend ses sources presque 10 ans plus tôt, en Camargue, à l'occasion d'une conférence scientifique sur les marais. Et le constat de base est de se dire que les zones humides disparaissent et qu'il faut appeler un traité international pour préserver ces milieux-là. Donc ça, c'était en 1962. Dans les années 60, du coup, le temps que tout le monde se mette un petit peu autour de la rédaction du texte, on est dans un contexte particulier aussi, hein, c'est la guerre froide, donc il y a pas mal de tractations, d'échanges. Et en 1971, on aboutit donc à la signature de la Convention sur les zones humides dans la ville de Ramsar. Donc, cette convention a quel objectif? Elle a un objectif de conservation et de gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources. À la base, comme je le disais, c'est une convention qui travaille sur la préservation des habitats d'oiseaux d'eau. Les premières réflexions venaient notamment de scientifiques, d'ornithologues qui trouvaient que les populations, qui constataient plutôt que les populations d'oiseaux d'eau diminuaient et que pour préserver les populations d'oiseaux d'eau, il fallait préserver les habitats des oiseaux d'eau. Voilà, et par répercussion, donc protéger les zones humides. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que sur ces zones humides, il y avait des oiseaux d'eau, certes, mais il y avait également d'autres espèces, animales, végétales. Et donc, on prend en compte aujourd'hui tous les aspects de la biodiversité. Puis, on s'est également rendu compte qu'il y avait des hommes et des femmes qui y vivaient, parfois qui avaient même façonné ces zones humides-là. Et donc, il y avait toute une identité, un savoir, un savoir-faire. Et donc, les valeurs sociales et culturelles de ces zones humides-là ont également été intégrées dans la Convention de Ramsar. Donc, c'est vraiment une convention qui, à la fois, traite d'un écosystème avec des aspects écologiques, mais en même temps qui prend en compte tout ce qui est valeurs sociales et culturelles. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de zones humides. Il faut savoir aussi que les zones humides, selon la Convention de Ramsar, c'est une définition qui est mondiale et qui n'est pas la même que la définition française, forcément, surtout qu'elle préexiste à la définition française. Donc, vous avez la définition ici des zones humides, selon la Convention de Ramsar, donc c'est les étendues de marais, de fagnes, de tourbières. On parle d'eau naturelle ou artificielle, qu'elle soit permanente ou temporaire. L'eau peut être stagnante, courante, pardon. Elle peut être douce, saumâtre ou salée, et on se permet des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Donc ça peut aller finalement assez loin au niveau maritime, dans les cas où on a des zones de balancement des marées assez importantes. Si on doit résumer, c'est vraiment une approche qui n'est pas législative, mais qui est vraiment écosystémique. On a pris l'écosystème des zones humides comme définition.
Si on devait un petit peu comparer avec les zones humides au sens de la loi française, ça serait les zones humides, les cours d'eau et une partie du domaine public maritime. Voilà, je schématise un petit peu, mais globalement, c'est ça, puisque vous pouvez le voir, il y a des lacs, des rivières qui sont intégrés, une partie des récifs coralliens, des mangroves, voilà, des étangs de pisciculture. On a également toute une partie zone humide artificielle, elles peuvent être pas forcément des zones humides naturelles. Donc, c'est assez vaste, et ce qui a l'avantage de pouvoir se dédouaner au niveau français un petit peu de la définition des zones humides et de partir vraiment sur une approche environnementale et écosystémique. Donc concrètement, cette convention, c'est quoi? Donc c'est un label de reconnaissance de l'importance mondiale des zones humides. C'est un label qui va récompenser, valoriser des actions de gestion durables et surtout, enfin, et aussi qui va encourager ceux qui mettent en œuvre ces actions de gestion durable à les poursuivre une fois le label obtenu. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on prend en compte tous les aspects de la biodiversité, également les valeurs sociales et culturelles. Cependant, pour être labellisé site Ramsar, les critères qui rentrent en ligne de compte, ce sont des critères uniquement écologiques. Donc, vous les voyez ici, je vais pas les détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a des critères qui tiennent compte des habitats, donc des différents types de zones humides, des zones humides représentatives de la région biogéographique, ou qui sont rares, ou qui sont voire à certains endroits uniques, des critères qui tiennent compte des communautés écologiques avec des degrés de menace. Des espèces menacées, notamment, sont des critères qualifiants pour le site Ramsar. Les critères un petit peu historiques qui sont autour des oiseaux d'eau, des critères qui tiennent compte des poissons, et ensuite un dernier critère qui est rajouté un peu plus tard, qui tient compte des autres taxons qui ne sont pas liés aux oiseaux d'eau ni aux poissons. Donc voilà les 9 critères, sachant qu'il en faut au moins un pour être labellisé. Un suffit. Bon, dans les faits, si généralement on a des habitats de zones humides rares, représentatiques ou uniques, généralement on a des communautés écologiques associées derrière avec des espèces rares et ou menacées. On peut avoir voilà, un critère généralement en entraîne d'autres. Donc voilà un petit peu pour la convention. Maintenant, comment est-ce qu'on devient site Ramsar? Alors, là, ce dont je vais vous parler, c'est au niveau français, parce qu'on a une démarche de labellisation au niveau français qui est un peu plus exigeante qu'au niveau international. Ce qu'il faut avoir en tête au niveau international, c'est que c'est l'État qui propose au secrétariat de la convention de Ramsar d'inscrire tel ou tel site sur la liste des zones humides d'importance internationale en justifiant des critères. Voilà, donc c'est la même chose en France, mais on a un petit peu amélioré ou complexifié le système, je dirais plutôt amélioré pour tenir compte des spécificités de la loi française, notamment de toutes les mesures de préservation de l'environnement qui existent déjà. Donc la première chose en France, c'est que pour devenir site Ramsar, il faut en avoir envie. C'est une demande d'inscription qui est volontaire. Si on peut avoir les 9 critères de désignation, si on n'a pas envie de candidater, on ne sera pas labellisé Ramsar. Historiquement, les premiers sites Ramsar français ont été désignés avec une démarche vraiment très descendante, c'est-à-dire que c'était l'État français qui nommait les sites Ramsar, qu'ils le veuillent ou non. Voilà. Mais depuis le début des années 2010, on a changé de paradigme, et là maintenant c'est vraiment une démarche volontaire ascendante. L'idée derrière, c'est que le label soit utile, utilisé, et qu'il y ait une appropriation au niveau local de ce label-là. Parce que l'État ne souhaite pas avoir un label qui serait une médaille, une coquille vide, où il n'y aurait personne derrière, pas d'appropriation, pas d'utilisation. Voilà, il y a vraiment une volonté de faire vivre ce label-là, et donc d'avoir des acteurs motivés au niveau du territoire. Donc ça, première condition. Deuxième condition, comme je disais tout à l'heure, remplir au moins un des 9 critères que l'on a vus à la diapo précédente. Et puis ensuite, ça c'est des spécificités au niveau national, il faut avoir un plan de gestion du site, soit un plan de gestion dédié, soit un plan de gestion qui peut être préexistant. L'idée au niveau de l'État, c'était que Ramsar soit une labellisation internationale, mais qui ne vienne pas forcément rajouter un niveau supplémentaire différent des autres. Donc, il y a une vraie volonté de travailler à une cohérence au niveau des désignations préexistantes. Typiquement, un exemple très concret, un site Ramsar, s'il y a un site Natura 2000 sur le territoire, les circulaires de désignation expliquent que si l'enveloppe Natura 2000, c'est l'enveloppe pertinente, que le site Ramsar peut se calquer
sur l'emprise Natura 2000, que le document d'objectif Natura 2000 vaudra plan de gestion Ramsar et que la gouvernance associée du site Ramsar pourra être le comité de pilotage Natura 2000. Ça vaut pour une réserve, etc., etc. Et l'animation également pourra être portée par l'animateur Natura 2000. Mais il faut quand même avoir ces 3 étapes, le plan de gestion, la gouvernance, l'animation. Donc elle peut être mutualisée avec de l'existant. Si le site en ressent la nécessité, le besoin, il peut aussi avoir une délimitation propre, une gouvernance spécifique et une animation dédiée. C'est tout à fait possible. Mais dans une logique de cohérence, on peut mutualiser avec l'existant. Et également, autre chose intéressante, c'est que l'État demande à ce que le gestionnaire, le futur gestionnaire, le porteur du projet, propose un projet de territoire, c'est-à-dire un petit document cadre qui va dire qu'est-ce que l'on va faire avec le label une fois qu'on l'a obtenu, comment on va l'utiliser, à quoi il va servir au niveau du territoire, toujours dans cet objectif de faire vivre le label, de l'utiliser au niveau local et de ne pas en faire une médaille dans un placard. C'est vraiment cette volonté-là qui est au niveau national. C'est aussi des garde-fous, puisque la labellisation Ramsar n'entraîne pas de réglementation spécifique. Mais en même temps, ce sont des sites qui vont être un peu les vitrines des zones humides à l'international. Donc, en ayant un plan de gestion, une gouvernance, une animation, en sachant ce que le porteur de projet veut faire au niveau local, ça permet aussi de se faire une idée si que le site soit bien géré et que derrière, une fois la labellisation obtenue, il n'y ait pas n'importe quoi qui se fasse sur place. Donc, voilà, le plan de gestion, le fait de se coller sur une réglementation existante permet d'avoir ça. Donc ça, ce sont un petit peu les prérequis ou les choses à construire sur le dossier. Et puis ensuite, au niveau procédure de labellisation, c'est très simple. Il faut remplir un dossier qui existe avec une FDR, donc une fiche descriptive Ramsar, la cartographie associée, bien sûr, le plan de gestion, les notes dont on a parlé sur le projet de territoire, la gouvernance, le financement. Tout ce dossier-là se construit en concertation avec les acteurs du territoire. Il est ensuite envoyé à l'ADREAL qui l'instruit au niveau régional et qui ensuite le transmet pour une évaluation nationale au ministère de l'écologie. Le ministère de l'écologie, enfin en charge de l'écologie, mandate le Muséum national d'histoire naturelle et le Conseil national de protection de la nature pour une délégation, une visite sur place pour vérifier si les critères écologiques sont bien atteints et aussi s'assurer de la cohérence globale du projet, rencontrer les différents acteurs, voir ce qui pourrait être amélioré et formule des propositions, des recommandations et rend un avis sur le projet. Si tout est bon, généralement c'est le cas puisque les projets sont bien construits. Le ministère transmet le dossier donc au secrétariat de la Convention de Ramsar, qui est la structure qui administre la Convention au niveau mondial et qui ensuite inscrit le site sur la liste des zones humides d'importance internationale. Et autre chose à avoir en tête dès le départ, c'est que tous les 6 ans à minima, le gestionnaire doit mettre à jour sa fiche descriptive, indiquer quelles sont les évolutions principales du site, que ça concerne voilà, les aspects écologiques, de gestion ou d'animation. Donc ça, c'est un peu l'obligation. Donc là, pour le coup, cette mise à jour tous les 6 ans est obligatoire au niveau mondial. Et on demande effectivement d'avoir une sorte de petit bilan pour que l'on sache, voilà, un bilan synthétique pour savoir facilement quelles sont les évolutions depuis ces 6 années. Je vous ai mis une diapo ici sur laquelle je ne vais pas forcément revenir, qui détaille un peu plus en détail, oui, c'est ça, la procédure dont je vous ai parlé juste avant. C'est issu d'un travail d'un document que l'on a fait avec le Forum des marées atlantiques pour le Finistère, mais il est valable pour tous les sites Ramsar au niveau national. Je vous le mets ici pour que vous puissiez l'avoir en tête et le consulter si besoin. Donc on a parlé des sites Ramsar, il y a une nouveauté, alors qui est plus si neuf puisqu'elle a une petite dizaine d'années maintenant, mais par rapport à 1971, c'est neuf, ce sont les villes Ramsar. Alors les villes Ramsar, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un label qui a été créé en 2015, lors d'une des COP, les conférences des parties de la Convention de Ramsar, qui ont lieu tous les 3 ans, et ce label a été créé en fait en partant du constat qu'il y avait des zones humides qui cochaient les critères écologiques et qui étaient effectivement des zones humides emblématiques au niveau mondial, mais on avait aussi pas mal de territoires qui étaient urbanisés, une grosse partie de la population mondiale vit dans les villes et qui n'avaient pas forcément, il pouvait y avoir des zones humides dans ces villes-là, mais qui n'avaient pas forcément les critères pour être sites Ramsar.
et il n'y avait pas non plus de moyen de récompenser les villes qui s'engageaient dans la préservation de leurs zones humides. Donc il y avait vraiment cette volonté de valoriser ce qui fait aussi au niveau urbain et pas uniquement les milieux naturels. Donc c'est là que ce nouveau label a été créé parce qu'on ne pouvait pas adapter l'ancien. Et donc l'idée c'était de récompenser les actions les villes qui ont des actions de gestion durable pour les zones humides. Il y a des petites différences, c'est que la labellisation elle a une durée de 6 ans renouvelable, mais 6 ans, parce que les mairies voilà, peuvent changer. Alors, 6 ans, ça ne correspond pas au mandat français, hein, puisque c'est 6 ans pour tout le monde dans le monde. C'est juste que c'est 2 cycles de COP. Les COP de Ramsar ont lieu tous les 3 ans, donc toutes les 2 COP, elles doivent renouveler leur candidature. Voilà, pour nous, ça tombe sur un mandat électoral de maire, mais ce n'est pas lié à ça. En France, il faut forcément être site Ramsar pour être ville Ramsar ou à proximité immédiate d'un site Ramsar. Et on a 6 critères qui sont listés ci-dessous. Et à la différence des sites Ramsar où un seul critère suffit, là, il faut remplir les 6 critères pour être éligible. Si on n'en a que 5, on ne peut pas être ville Ramsar. Donc, vous avez également le détail ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, là pour la proximité d'un site Ramsar ou d'une zone humide importante, des mesures de conservation des zones humides et des services qui ont été mises en place, des mesures de restauration ou de gestion qui sont mises en place également au niveau de la commune, l'aménagement intégré des zones humides sur le territoire, des actions de sensibilisation et la constitution ou la création ou l'existence d'un comité local pour travailler justement sur toute cette partie de gestion des zones humides à l'échelle de la commune. Donc voilà, 2 labels différents, complémentaires, un plutôt grand site naturel, l'autre pour les villes et communes. Alors au niveau mondial, le réseau des sites et villes Ramsar. Pour avoir une idée, le réseau mondial des sites Ramsar, aujourd'hui on a 173 pays qui ont signé la convention, plus de 2500 sites, et pour 258 millions d'hectares. Donc vous voyez sur la carte à côté, chaque point représente un site Ramsar, indépendamment de sa superficie. On voit les gros sites qui apparaissent en bleu, là ce sont des sites Ramsar avec des grosses superficies où on voit leur délimitation. Typiquement en bas là, sur l'océan Indien, on voit les réserves des terres australes et antarctiques françaises, voilà, qui est un des sites Ramsar français. Mais voilà, on voit bien qu'on a on a beaucoup de sites Ramsar sur la partie européenne, partie Amérique centrale, et puis au niveau de l'Asie de l'Est et sur les grands pays type Canada, Russie, on a beaucoup moins de sites, mais ils sont bien entendu beaucoup plus vastes. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale pour les sites. À l'échelle mondiale toujours, mais pour les villes, en février, donc je dis février même si on est en juin, puisque ce que j'ai pas précisé, c'est que les sites Ramsar, pardon, nuance importante également entre les 2 labels. Les sites Ramsar sont labellisés au fil de l'eau. Quand un site Ramsar est prêt, il est ajouté à la liste de la convention de Ramsar, et donc régulièrement au fil de l'eau, on a des nouveaux sites Ramsar. Pour les villes, ce sont des vagues de labellisation. Les villes sont labellisées à chaque COP. Donc en fait, la prochaine COP de Ramsar a lieu en juillet, et donc dans la réunion qui précède la COP, donc qui avait lieu fin janvier, les villes sont labellisées par vague. Donc on a eu des nouvelles villes labellisées en février 2025, et ce qui a porté donc à 74 villes à l'échelle mondiale qui ont été labellisées dans 27 pays différents. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un fort tropisme est-asiatique et européen. Donc là, ça s'explique tout simplement parce que en Chine, au Japon, en Corée du Sud, on a beaucoup de zones urbaines avec aussi beaucoup de zones humides urbaines, et donc eux, ils voient un fort intérêt sur ce label Ville des zones humides parce que les enjeux d'urbanisation et de préservation des zones humides sont vraiment très liés dans ces pays-là. On a des villes, par exemple en Chine, qui font plus de 12 millions d'habitants, qui sont labellisés Ramsar, avec des parcs à l'intérieur de zones humides qui sont juste plus grands que Paris, en fait. Donc on est vraiment sur des échelles qui sont complètement différentes. Et puis au niveau européen, on a également pas mal de villes qui se sont emparées du label, essentiellement en France, mais également sur le bassin méditerranéen et depuis peu sur les pays d'Europe centrale. Donc on a vraiment voilà, des choses très différentes entre villes et sites. Paradoxalement, on a très peu en Amérique. On en a une au Canada et 2 en Amérique du Sud. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne percole pas encore beaucoup en Amérique, ce label Ville Ramsar. Peut-être aussi parce qu'il y a aussi des plus grands espaces, moins d'enjeux et beaucoup de sites naturels
Donc le label site Ramsar suffit. Donc ça, c'est pour l'échelle mondiale. On retourne sur les sites Ramsar, mais à l'échelle française maintenant. La convention a été signée en 71. La France l'a ratifiée en 1986 et a inscrit son premier site Ramsar, la Camargue. Et du coup, en 2025, aujourd'hui, on est à 55 sites Ramsar labellisés, dont 12 dans les Outre-mer, et pour une superficie d'environ 4 millions d'hectares. Donc, vous le voyez, on a pas mal de sites littoraux, donc que ce soit Manche, mer du Nord, face à l'Atlantique, face à la Méditerranéenne. On a quand même des sites intérieurs avec des étangs, les étangs de la Brenne, par exemple, les étangs de Champagne humide, les étangs de la Dombe. Et puis, on a également des zones humides d'altitude avec toute une partie au niveau des Alpes, enfin de l'arc alpin et jurassien. On a des tourbières de montagne notamment, et puis en Outre-mer, on en a un petit peu partout, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, dans les terres australes, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Sur les villes Ramsar, on a 9 villes qui sont donc uniquement en France hexagonale. Donc vous le voyez, et avec quand même pas mal de villes sur la partie plutôt nord de la France. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les villes en rouge sont les toutes premières labellisées en 2018. En bleu, les 2 bleus sont celles qui ont été labellisées en 2022 et les 4 en vert sont celles qui ont été labellisées en 2025. Donc on a historiquement un tropisme quand même très nord de la France. Et on a voilà des nouvelles villes qui ont été labellisées ces derniers temps. Mais voilà, historiquement, quand on regarde les villes, Sébastien vous en parlera juste après, il y a quand même une forte représentation dans les Hauts-de-France. Et là, on a également une différence puisque on a des sites, donc des villes qui sont sur des sites Ramsar, mais une forte diversité de taille, puisque la plus petite ville fait 47 habitants, la plus grande fait 135, c'est Amiens, 135 000, pardon. Et donc, on a vraiment des villes, des zones humides qui sont vraiment différentes. Vous avez la liste juste ici, mais je vais surtout passer la parole à Sébastien, puisque j'ai à peu près atteint mon temps et que surtout, il va pouvoir vous préciser ça à l'échelle de la région des Hauts-de-France. Voilà, je vous remercie. Puis bien sûr, si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra y répondre avec plaisir. Eh bien, je prends la main. Bah, merci Bastien, puis merci à Guillaume d'avoir organisé ce temps pour parler du label Ramsar. Alors moi, je suis Sébastien Mézières, je suis responsable de l'antenne Manche-Mer du Nord du Forum des Marais Atlantiques, et donc j'anime le réseau Ramsar Hauts-de-France, entre autres missions. Je vais recentrer cette présentation effectivement sur la région et en particulier sur le plan régional d'action Tourbière, hein, puisqu'on s'inscrit dans un webinaire, dans un cycle de webinaire lié au Prat. Et donc ce réseau Ramsar Hauts-de-France est animé depuis 2017 par le FMA à raison de à peu près 20% de montant. Il est donc les objectifs tout simplement, c'est d'animer un réseau de sites et appuyer autant que faire se peut les démarches de labellisation, faciliter l'entraide collective pour partager les bonnes idées, les bonnes pratiques, les expériences, etc. Et promouvoir et développer la visibilité des sites, parce que c'est vrai que les sites Ramsar sont de formidables vitrines de la richesse des zones humides, en particulier dans les Hauts-de-France. C'est pas forcément la première image qu'on se fait des Hauts-de-France, et c'est vrai qu'au travers des sites Ramsar, on a vraiment un coup de projecteur, des magnifiques représentations aussi de ce village de la région. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance de ce réseau régional, puisqu'il est intégré au sein de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, c'est une structure là, qui a bientôt 2 ans, et donc le réseau Ramsar est partie intégrante de ce qu'on appelle une brique réseau des gestionnaires de nature et d'espace, qu'on appelle plus familièrement la brique REGN. Voilà, je ne m'étale pas sur l'ARB, vous avez un schéma qui synthétise un petit peu tout ça. Et au niveau Hauts-de-France, Bastien nous en a donné un aperçu. On a une vraie dynamique de création de sites et de villes. Et donc aujourd'hui, nous sommes 5 sites dans les Hauts-de-France, 3 villes. Voilà, tout ça pour à peu près 65 000 hectares, et 4 départements sur 5 des Hauts-de-France sont occupés
par la présence d'un site Ramsar. Donc vous avez les animateurs des sites qui s'affichent hein, sur cette animation et la dénomination des sites en Hauts-de-France. Alors ces sites peuvent vivre grâce à des structures qui portent l'animation. Vous les avez sous les yeux, hein, ça va être des parcs naturels régionaux. Ça va être aussi pour ce qui concerne les villes voilà, comme Amiens Métropole, la ville de Saint-Omer, ou encore des syndicats mixtes comme pour le petit marais de Sassy là-bas dans l'Oise, qui est animé par le SMOA. Au niveau de la chronologie de labellisation, alors tout ça dans les Hauts-de-France a démarré en 98 et puis le marais de Marois 10 ans plus tard et ainsi de suite avec le marais de Sassy, une vague vraiment de labellisation là entre 2017 et 2020 et puis tout récemment la ville d'Abbeville qui a rejoint donc les deux villes qui existaient déjà voilà, dans le trio des villes labellisées Ramsar dans les Hauts-de-France. Alors, bien entendu, voilà, ce réseau régional, il est un peu le relais hein, de stratégies nationales ambitieuses, des stratégies que vous connaissez sans doute, la stratégie nationale de la biodiversité, par exemple, au travers de la mesure 25, restaurer les zones humides, tout simplement. Hein, on a, je crois, une ambition de 50 000 hectares de zones humides à restaurer. Et puis le plan national milieu humide qui court jusqu'en 2026 avec notamment une volonté d'accélérer l'extension du réseau Ramsar en France et puis aussi de mettre en œuvre une stratégie qui s'appelle la stratégie CESP, c'est l'acronyme pour la communication, la sensibilisation, l'éducation, la participation. Donc tout ça, c'est vraiment rattaché au plan national milieu humide. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas, mais en tout cas, oui, ça pourrait faire l'objet, pourquoi pas, d'un prochain webinaire, cette stratégie CESP. Alors, comme je le disais, ce réseau de sites Ramsar, il a vraiment des interactions étroites avec le plan régional d'action tourbière. C'est vraiment le cœur de ma présentation et c'est aussi le sens que je voulais lui donner de bien la raccrocher à ce cycle de webinaires dans le cadre du PRAT. Et c'est vrai qu'on s'est livré à un petit exercice avec l'ensemble des sites de montrer comment les sites Ramsar contribuent aux différentes actions qui se déclinent dans ce plan régional d'action tourbière. Ce qui vous permet en même temps de finalement repasser en revue l'ensemble des actions de ce plan régional d'action. Alors, je ne vais pas les détailler, mais on va aller voir un petit peu plus concrètement, finalement, comment les sites Ramsar ont participé. On va aller voir quelques exemples hein, sur l'amélioration de la connaissance, la préservation, la gestion, la valorisation, la sensibilisation et l'animation du plan. Par exemple, dans les actions d'acquisition de connaissances et de fonctionnement des tourbières ou poursuivre l'inventaire des tourbières, voilà, il est important de parler de l'étude de la tourbe dans le marais Audomarois. Ça, c'est une étude qui a produit des résultats intéressants et qui montre, comme sur beaucoup de sites, que la tourbe est en voie de raréfaction, on va dire. Voilà, hein, on est dans des situations qui sont assez partagées sur pas mal de sites. Et voilà, au niveau du marais Audomarois, c'est une des contributions. Plan régional d'action Ramsar. Le conseil départemental de la Somme, c'est une des missions, des attributions des conseils départementaux de manière générale. C'est d'avoir une stratégie foncière pour articuler voilà, les stratégies avec les préservations de zones humides. Donc ça, c'est pour le site Ramsar de la moyenne vallée de la Somme et de l'Avre. Ça peut relever aussi d'actions de connaissance et de restauration. Donc là, l'exemple du syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard, c'est le montage c'est le suivi de contrat Natura 2000. Bastien en parlait tout à l'heure, hein, il y a des superpositions très souvent entre les périmètres Ramsar et les périmètres Natura 2000. Bon, autant faire fonctionner tout ça de manière harmonieuse pour optimiser un peu tous ces dispositifs. Donc voilà quelques exemples
d'actions de restauration, aussi animées par le syndicat mixte Baie de Somme. Et puis une petite photo de la rampante en passant en bas, qui est une espèce d'intérêt européen protégée à de multiples niveaux. L'animation Ramsar est aussi relais du Life Anthropophanes. Alors voilà, c'est important de comprendre, c'est que vraiment il y a des interactions multiples, et c'est toute la force de l'animation au niveau des sites, c'est que on va vraiment chercher toutes les initiatives, les actions, on essaye de mettre tout ça en cohérence, d'où le nom de plan de gestion intégrateur, dont on va parler un peu plus en détail après. Mais Ramsar est là aussi pour favoriser cette coordination d'ensemble de tout ce qui peut se faire de bon sur des sites d'importance internationale. Là, en l'occurrence, c'est un relais du Life Anthropophanes. Donc le Life Anthropophanes, c'est un programme européen qui vise notamment la restauration de mémoire. Ça doit être 480 hectares de tourbières alcalines, parce que on a une forte responsabilité, en particulier dans les Hauts-de-France. Voilà, les sites Ramsar contribuent aussi à la sensibilisation des élus, mais plus largement des propriétaires, des usagers. Donc bon, là j'ai repris l'exemple du lancement national de la JMZH à Amiens cette année, avec les interventions des élus, notamment des élus d'Amiens. Mais je pense aussi aux connaissances sur l'histoire des tourbières. Alors Bastien le rappelait dans les caractéristiques qui font la renommée, qui font l'intérêt d'un site. Bien entendu, elles sont d'ordre écologique, mais parfois d'ordre culturel. Et là, en l'occurrence, je reprends l'exemple du parc naturel régional Scarpesco, qui anime le site naturel, le site Ramsar sur ce territoire, d'une étude avec un thésard sur la géohistoire des zones humides des vallées de la Scarpe et l'Escaut. Un travail vraiment très intéressant. Et puis d'autres contributions sur les actions D du plan régional d'action tourbière, c'est le partage et la mise en place d'outils méthodologiques, mais aussi des missions de formation, d'information. Donc, par exemple, l'accueil d'un groupe d'études sur les tourbières en septembre 2024 sur le territoire du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, donc le site Ramsar Baie de Somme. Donc voilà pour les actions du plan régional d'action tourbière qui sont déclinées sur les différents sites. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'animation des sites Ramsar présente vraiment des plus-values. Des plus-values en termes d'animation territoriale, et ça, c'est pas rien. Je prends l'exemple de l'élaboration du plan de gestion intégrateur sur le site des moyennes vallées de la Somme et de l'Avre. En l'occurrence, pour pouvoir constituer ce plan de gestion, tout un panel d'acteurs a été invité, a été réuni. Ces acteurs sont vraiment multiples, ils peuvent embrasser toute une série de domaines. Alors bien entendu des acteurs environnementaux, mais on le disait juste avant, des acteurs d'ordre culturel, des acteurs liés à l'éducation à l'environnement, les fédérations de pêche, les fédérations de chasse, voilà, les services municipaux, les services intercommunaux. Bon, bref, tout le monde peut contribuer à ces plans de gestion intégrateurs, et tout l'enjeu de cette animation, c'est de faire ressortir un plan de gestion partagé, commun, où chacun apportera finalement sa pierre, ou j'ai envie de dire sa petite goutte d'eau. Mais ce sont le cumul de toutes ces petites actions qui forment, comme on dit, les grandes rivières. Tout ce travail a permis d'aboutir à un plan de gestion Ramsar pour ce site des marais tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre, qui a d'ailleurs été inauguré, si je me souviens bien, en ouverture de la Journée mondiale des zones humides en janvier 2024. Voilà, alors au-delà de poser des plans de gestion intégrateurs, il faut aussi suivre les actions, suivre finalement les intentions de ces sites Ramsar. Et cette animation,
cette plus-value que l'on peut avoir sur un territoire, elle repose aussi par le fait qu'on ait des comités de suivi, mais finalement, ces acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui vont se réunir pour aussi évaluer dans le temps la façon dont les engagements, dont les ambitions ont été suivis, ont été réalisés. Voilà, là je vous présente une déclinaison d'objectifs opérationnels sur le site des vallées de la Scarpe et de l'Escaut. Et donc on a des comités de suivi qui se réunissent régulièrement pour faire le point de ces actions. Voilà, et une image pour illustrer ces comités de suivi qui sont souvent interactifs, dynamiques, participatifs, en tout cas, qui sont des lieux intéressants de rencontres et d'échanges. Je prends aussi un autre exemple qui est celui du groupe de travail Marais. Là, on est voilà, sur une plus-value qui relève de la concertation parce que dans le Marais Audomarois, mais comme sur beaucoup de sites, se posent voilà, des questions sur des problématiques comme la gestion des espèces exotiques envahissantes ou par exemple les habitations légères qui peuvent s'installer comme ça de manière anarchique dans les marais et poser parfois quelques problèmes. Finalement, les acteurs, les élus, les techniciens se réunissent autour de ce groupe de travail marais pour poser ces situations, en discuter, en débattre dans le cadre de Ramsar, dans le cadre d'un site reconnu internationalement et pour essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est un autre dispositif qui peut exister au sein d'un site Ramsar. Et puis, les plus-values d'un site Ramsar, c'est aussi l'expérimentation. Alors là, je reprends l'exemple de la ville d'Abbeville, récemment labellisée, animée par le parc naturel régional baie de Somme Picardie-Maritime. La ville d'Abbeville qui a fait appel, dans le cadre d'un appel à projet, à une équipe d'universitaires pour voilà, étudier les enjeux en lien avec la ressource en eau et les zones humides. Et il s'agissait en particulier de travailler sur la représentation des habitants et des sujets plutôt socio-économiques, on va dire. Et cette démarche était vraiment intéressante parce qu'elle explorait parfois, des domaines parfois justement sous-investis, que d'aller à la rencontre des perceptions du public, des habitants. Donc, cette expérimentation a fait l'objet de rapports. Elle a fait aussi l'objet d'un article dans la lettre Forum qui tient en 2 pages et que vous pouvez lire de manière tout à fait légère si vous voulez vous imprégner de ce genre de démarche. Je pense aussi en expérimentation à l'étude qui est menée actuellement sur le site Ramsar de la moyenne vallée de la Somme et de l'Avre. C'est une étude de bioacoustique qui vise en fait par des dispositifs d'enregistrement, d'écoute, je ne rentre pas dans le détail du protocole, mais à améliorer la connaissance sur des espèces finalement de détection parfois difficiles ou de mœurs plutôt nocturnes. Donc on n'est pas toujours la nuit dehors. Les naturalistes aussi ont le droit de dormir et c'est vrai que la pose d'enregistreur permet de capter des espèces parfois méconnues et on sait comme la connaissance est un facteur clé de la bonne prise en compte des espèces et de leur conservation. Donc ça, c'est une étude en cours. Une autre plus-value, c'est aussi toute l'animation territoriale. Alors quand je parle d'animation, j'ai presque envie de parler de festivité. Les sites Ramsar sont très vivants à la faveur de l'animation qui peut être menée par les animateurs de sites, mais aussi par l'ensemble des partenaires. Je prends l'exemple ici, dans le Marais de Sassy, du Festival des Marais. Voilà, qui propose toute une série d'activités, bien entendu des balades, des découvertes, mais aussi des ateliers sur la cuisine, à base de plantes sauvages, des milieux humides. Je pense aussi à la fête de l'eau à Abbeville. Je pense aussi à la fête de la grenouille des champs sur le périmètre de Scarpesco. Et puis, on a rédigé aussi un article sur cette compagnie qui s'appelle La Roulotte Ruche et qui a créé une pièce qui s'appelle
Retour vers le futur en zone humide. Elle a été déployée elle a été déployée en Scarpesco et elle a été relayée il n'y a pas longtemps sur le site Ramsar du Maréodo Marois. C'est une compagnie un peu loufoque, mais qui vous invite à un voyage un petit peu dans le temps, alors plutôt vers le futur, où les zones humides auraient disparu, il ne resterait plus qu'une zone humide. Et là, on a des personnages hauts en couleur et qui posent les questions par rapport à cette disparition des zones humides. Donc c'est une pièce qui permet de faire passer des messages de manière légère, dehors, et qui permet aussi de dédramatiser parfois des sujets sans négliger de faire passer néanmoins des messages importants. Et puis un autre exemple, le Festival des Tourbières, là dans le cadre du Life Anthropophen, animé par le Conservatoire des espaces naturels, auquel les animateurs Ramsar ont pu prendre part. Ne confondez pas avec le Hellfest qui se déroule en ce moment. Bien entendu, on va retrouver des animations, des sorties nature, des expositions aussi, des tenues de stand. Voilà. Et puis, une des plus-values aussi, c'est la sensibilisation. Alors, les journées mondiales des zones humides sont vraiment des temps forts sur les sites Ramsar, et les animateurs sont des relais extrêmement précieux de ces journées mondiales, de cette journée mondiale des zones humides, parce qu'ils relaient à leur tour sur leur territoire ces intentions de proposer des animations, qu'on soit petite association ou plus grosse structure, chacun est le bienvenu. Ce qui fait qu'à la faveur de cette richesse d'animation, de cette richesse des animateurs en Hauts-de-France, aujourd'hui la région se situe en deuxième position des régions les plus dotées finalement en animation, avec voilà, le détail par département. Et ça, c'est aussi une réussite de ce que l'animation Ramsar peut proposer. Donc là, on voit un peu l'évolution d'année en année. Le succès de cette journée mondiale des zones humides se fait croissant sur l'ensemble des départements. Voilà pour le résumé depuis 10 ans, avec vraiment un accroissement régulier ces 2-3 dernières années. Et les sites Ramsar constituent l'équivalent de 45% du total des animations proposées lors de l'édition 2024, 37% 2023. Alors c'est une réussite, c'est vrai. Il ne faut pas oublier malgré tout que les zones humides, il y en a ailleurs dans les sites Ramsar, mais c'est là aussi où l'animation est une force, parce qu'elle rayonne bien au-delà de son périmètre, et elle permet de donner envie, de suggérer que d'autres territoires riches de zones humides s'investissent dans cette journée mondiale. Elle n'est pas réservée exclusivement aux sites Ramsar, et encore une fois, les sites Ramsar participent à essaimer auprès des partenaires et plus largement en région, à essaimer l'intention de porter, de sensibiliser au travers d'activités lors de ces journées. Et puis, on a un temps fort aussi chaque année, ce sont les rencontres Ramsar Hauts-de-France. C'est simplement un moment dans l'année où l'ensemble des sites Ramsar se retrouvent, partagent leurs actualités, leurs idées, partagent leurs bilans, leurs difficultés. Voilà, c'est un moment de retrouvailles, mais aussi de synthèse de ce qui s'est passé dans l'année. Et chaque année, on essaye de tourner sur différents sites. Et depuis 2022, l'originalité, c'est qu'on a aussi essayé. C'est voilà aussi le sens de la plus-value de ce que peut apporter l'animation Ramsar. On a essayé d'aller sur on est allé sur des sites avec des intentions de labellisation. Je pense au Marais de Laslac en 2022, mais aussi à Saint-Quentin en 2023, pour essayer de montrer comment vit le réseau, ce qu'on y fait, et puis quand bien même des élus sont présents, essayer de convaincre, essayer de montrer que Ramsar, c'est vivant. Ramsar, c'est animé. Ramsar, c'est un plus pour les territoires. À l'échelle de ce que nous sommes en tant que techniciens, on essayait de convaincre ces territoires-là de rejoindre la grande famille Ramsar. Et pour finir, une petite vue d'ensemble, pour rappeler, Bastien le disait aussi, par rapport
la superposition parfois Natura 2000. Bon, je pense au Life Anthropophanes, on en a bien parlé, la Journée mondiale des zones humides. Puis je vous ai mis aussi une carte du PMAZH, le programme de maintien de l'agriculture en zone humide, pour vous montrer à quel point aussi on a ces calages, ces superpositions de territoires, ces complémentarités entre ces dispositifs, puisque on a 4 sites Ramsar qui sont concernés par ce programme de maintien d'agriculture en zone humide, sur la baie de Somme, la moyenne vallée de la Somme et de l'Ave, Scarpesco, et puis le Marais Audomarois. Voilà, les perspectives dans les Hauts-de-France, il y a un rapport de l'UMS Patrinat de 2019 qui a dressé, selon les critères Ramsar, les possibilités de nouvelles labellisations. Vous les avez, vous les avez là, pardon. Le Platier-d'Oie, les zones humides de l'Aisne, l'estuaire de la Canche et le marais de la Slac. Voilà, donc tous ces sites, tous ces territoires peuvent potentiellement prétendre à la labellisation puisque les critères s'y retrouvent. Voilà, donc ce sont maintenant, c'est des tributaires de volonté territoriale, on va dire. Et puis, un autre exemple, c'est vrai qu'on a le site des moyennes, de la moyenne vallée de la Somme et de l'Avre, dont on perçoit les limites au sud-est ici, et qui s'arrête brutalement aux frontières du département de la Somme avec celui de l'Aisne. Mais il a été montré que toute la partie amont de la Somme présente une richesse tout à fait intéressante qui ne mérite pas moins de rejoindre la labellisation Ramsar. Et c'est un peu dans ce sens aussi que nous étions allés à Saint-Quentin ces dernières années, parce que si on a un site Ramsar sur la haute vallée de la Somme, la ville Ramsar, la ville de Saint-Quentin pourrait tout à fait prétendre à une labellisation. Voilà, pour finir, je voulais remercier tous les animateurs de site parce qu'il n'est pas de réseau sans membres constituants d'un réseau. Et vraiment, merci. Voilà, vous avez leur nom, je ne peux pas tous les citer, mais certains sont présents dans l'auditoire cet après-midi. Donc merci à eux pour tout ce qu'ils réalisent sur les territoires, pour l'animation qu'ils proposent, pour voilà, ces plans de gestion, ces comités de suivi qu'ils animent. Et je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention en laissant place désormais au temps de questions.